Superphénix, la centrale nucléaire controversée, va redémarrer. L'histoire folle d'un monstre coûteux et dangereux. Bonsoir. Superphénix, Crémalville, ces noms évoquent des souvenirs peu rassurants pour de nombreux habitants de Suisse romande. Nous avions un peu oublié cette centrale nucléaire française située à 70 km de Genève. Il faut dire que depuis 4 ans, elle était fermée en raison de 2 incidents graves. Or, Superphénix, dont certains spécialistes estiment qu'elle représente un danger aussi grand que Tchernobyl en cas d'accident, Superphénix devrait redémarrer probablement cet été, au mois de juillet. Alors pourquoi les autorités françaises donnent-elles leur feu vert à la réouverture de cette centrale controversée? C'est en partie une question d'argent. Il faut savoir que Superphénix, la centrale de Crémalville, consomme autant d'électricité qu'une ville de 40 000 habitants, sans bien sûr en produire un seul mégawatt puisqu'elle est à l'arrêt. C'est aussi une affaire d'État. Abandonner Superphénix serait un cuisant constat d'échec pour la haute technologie française. Une enquête de Bernard Mermot et José Roy. Tchernobyl, 26 avril 1986. Genève, 12 avril 1994. Écoutez, ça fait 20 ans que nous nous battons contre Superphénix et aujourd'hui l'enjeu c'est sa fermeture définitive. Superphénix est un échec complet sur le plan technique, sur le plan de l'expérience scientifique, sur le plan économique, sur le plan de la sécurité surtout, c'est extrêmement inquiétant. Nous pouvons et nous devons obtenir que cette centrale ferme définitivement. De la mission communication de Crémalville. À ce titre, je souhaite également la bienvenue à Crémalville. En France, on a 20 sites, 20 lieux géographiques. Crémalville est un de ces 20 sites. Et Crémalville est une centrale qu'on appelle à neutrons rapides, alors que les autres centrales sont des centrales à eau sous pression. Si le sodium monte à plus de 830 degrés, bon, il devient incandescent et qu'est-ce qui se passe? Alors, s'il monte à plus de 830 degrés, ça paraît très difficile. Oui, mais enfin, oui, une hypothèse. Oui. Bah, une hypothèse, on peut l'admettre, puisque bon, ça a été pris en compte. Vous avez la dalle et le dôme qui résisteront. Chaque année, ils sont 12 000 à visiter le mausolée de Crémalville. De toute la France, mais aussi de Suisse, ils viennent admirer ces lieux, même s'ils n'ont accès qu'aux couloirs et aux salles des machines. Faites attention. Les visiteurs pénètrent dans ce labyrinthe, véritable cathédrale faite de tuyaux et des 3 passages. Dans ce couloir-là. Donc sur ma gauche, vous avez la... Le surgénérateur Superphénix est à l'arrêt depuis plus de 4 ans. Au départ, il devait constituer le défi technologique du XXe siècle et résoudre tous les problèmes énergétiques. La réalité sera moins glorieuse. C'est à partir de l'uranium que l'on produit l'énergie nucléaire. L'uranium est le seul élément dans la nature capable de produire cette énergie. Or, les centrales classiques exploitent moins de 1% du minerai. L'idée des surgénérateurs du type de Superphénix est de récupérer et mettre en valeur les 99% d'uranium restants. Certains types d'uranium sont capables de se briser à la suite de l'absorption d'un neutron. L'énergie qui se dégage lors de la rupture du noyau s'appelle énergie de fission. Mais en absorbant un neutron, l'uranium donne naissance à un nouvel élément que l'on ne trouve pas dans la nature, le plutonium. En somme, Superphénix sert à produire du plutonium à partir de l'uranium naturel. Ce sont les Américains qui sont les premiers à se lancer dans l'aventure du surgénérateur. À la fin des années 40, ils mettent au point les premiers surgénérateurs expérimentaux.
Ce surgénérateur construit en 1951 dans l'état d'Idaho constitue pour les techniciens américains un grand espoir de relever le défi énergétique. Un défi qu'ils seront les premiers aussi à abandonner, compte tenu des résultats décevants et de la non-rentabilité de l'aventure. La France ne veut pas être en reste. Elle commence les premières études qui aboutissent à la création d'un réacteur expérimental, Rhapsody. Nous sommes en 1967. 1973. Dans un souci d'indépendance, la France mise sur le nucléaire et construit à Marcoule le surgénérateur Phénix. Très important pour la France qu'elle soit aussi peu dépendante que possible de l'extérieur et pour sa technique nucléaire et pour ses approvisionnements en uranium, puisque l'uranium est le combustible des centrales nucléaires. Le surgénérateur est une technique française. Le surgénérateur produit plus de combustible qu'il n'en consomme. Il faut donc construire des surgénérateurs. Il faut construire des surgénérateurs. Le mot d'ordre est lancé. Dans ces cuves, 5 tonnes de plutonium, 5000 tonnes de sodium. Véritable bombe à retardement, mais qu'importe. La France se lance dans le projet industriel le plus grandiose jamais réalisé. Construire un surgénérateur de 1200 MW. Son nom, Superphénix. Symbole de la démesure technologique et de la folie des grandeurs, Superphénix est censé être le maillon d'une grande filière de surgénérateurs. Pour le gouvernement français, pour le CEA, Commissariat à l'énergie atomique, pour EDF, Électricité de France, ce rêve n'aura pas de limite. Mais déjà, des voix d'opposition s'élèvent et l'histoire de Creys-Malville va être jalonnée de cris d'alarme, d'incidents techniques et de manifestations. Juillet 1976, 20 000 personnes, aussi bien des jeunes antinucléaires que des paysans, se retrouvent dans une manifestation à Creys-Malville, dans l'Isère. Notre but, c'est de bloquer les travaux, c'est de perturber suffisamment ce chantier aussi longtemps que nous pouvons pour que Superphénix ne puisse plus se construire. On ouvre un volcan à côté des grandes villes. Nous sommes encore plus fous que les Américains. Ce n'est pas peu dire. Les Américains, ce genre de truc, ils le mettent dans les déserts. Mais ici, on le met aux portes de Lyon. Une manifestation pacifique qui constituera un beau succès pour les antinucléaires. Une note d'espoir pour les écologistes qui pensent aussi avoir remis en cause la construction du surgénérateur. De la bombe atomique, la France pourra en être fière de son super Phénix. Juillet 1977. Nouvelle manifestation contre Superphénix. Cette fois-ci, fort de l'expérience de l'année précédente, l'État veut démontrer sa détermination. Plus question d'accepter l'occupation du site. C'est à une véritable épreuve de force que l'on se prépare, conscient que cette manifestation sera un tournant dans le bras de fer que se livre l'État français avec les opposants antinucléaires. Le préfet Janin, qu'on surnommait Johnny Walker, eh bien, avait mandat de casser du manifestant, de casser la manifestation. Un mois avant, les hélicoptères qui tournent autour, les escadrons de CRS qui prospectaient le terrain, qui repéraient sur les cartes. On a trouvé les ordres de mission des types qui disaient fouiller les voitures, ce qui était en infraction, créer des incidents, faites de la provocation. Alors évidemment, dès qu'on trouvait un cocktail Molotov à un endroit, on faisait des manchettes de journaux avec le Dauphiné libéré, etc., ou la presse locale. Donc c'était une mise en scène. Et nous, on savait qu'on allait à l'abattoir. On était 70 000 manifestants, il y en avait de partout, hein, de toute la France, de toute l'Europe. Des manifestants étaient là pour dire pacifiquement, on ne veut pas Superphénix. Malheureusement, on était dans la boue, on avait la pluie sur nous et on avait une armée qui nous attendait. D'Allemagne, de Suisse, de toute la France,
Ils sont 70 000 à se donner rendez-vous sur le site de Creys-Malville, qui n'est même pas encore construit. C'était horrible. D'abord, il pleuvait. Ensuite, il y a eu un espèce de choc que personne ne pouvait arrêter. Il y avait 2000 personnes devant qui se battaient, qui jetaient des pierres, et les flics qui jetaient des grenades offensives. Et il y avait plein de gens qui assistaient tétanisés à ce truc qu'on ne voulait pas, qui n'était pas notre idée. Allez, il y en a pas. Il y avait des gens partout qui avançaient sur la centrale et on s'est trouvé devant la guerre, c'est-à-dire on nous tirait dessus, on nous tapait dessus. Moi j'ai vu le manifestant partir avec sa main broyée parce qu'il y avait une grenade offensive qu'il avait touchée. Vital Michalon est tombé à mes côtés. En fait tout ça c'était vraiment, c'était l'horreur. Conscient de l'enjeu, l'État mobilisera plusieurs milliers de CRS pour réprimer sévèrement les bastions de résistance. Une violence qui fera 1 mort, 3 amputés et plus d'une centaine de blessés. Les infirmiers lui firent une transfusion, pratiquèrent un massage cardiaque ainsi que le bouche à bouche. L'ambulance, dont on avait évidemment un besoin urgent, fut d'abord retenue par les CRS au pied de la colline. Vital Michalon devait mourir quelques heures plus tard. Il allait devenir le symbole de la résistance à Superphénix. On a assisté à une guerre, à une véritable guerre. Malville, c'était un camp retranché. Et on a perdu cette guerre. Et ça nous a brisés. Ça nous a cassé notre mouvement pour de longues années. Cette démonstration de force de l'État français va empêcher tout débat démocratique autour de Superphénix. Désormais, le gouvernement peut ainsi poursuivre son projet sans rencontrer d'opposition. Il n'est pas question de remettre en cause à la suite des manifestations le programme de Creys-Malville. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'est pas question, à aucun moment, d'envisager un moratoire. C'est sans doute remettre en question le développement, la croissance de la France. Et personnellement, je ne me plierai pas à cette éventualité. Curieusement, c'est du côté de Genève que renaît la mobilisation contre Superphénix. Des intellectuels, mais aussi des scientifiques du CERN, lancent un cri d'alarme auquel se joint officiellement le maire de l'époque. Dès l'origine, en 1977, j'ai été inquiet de ce projet. C'est au fond le projet industriel le plus coûteux et le plus dangereux de notre planète. On ne se rend pas compte des sommes engagées. Le programme est aussi coûteux que celui de la navette spatiale. Mais la technologie est incertaine, dangereuse et dangereuse pour des dizaines de milliers d'années. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'étais maire de Genève et que Superphénix a au fond reçu le feu vert, j'ai engagé la ville de Genève, aux côtés des organisations environnementales, dans des procédures attaquant l'État français. Pour les opposants à Creys-Malville, l'éventuelle victoire du candidat François Mitterrand au présidentiel de 1981 constitue un espoir. Nous souhaitons maîtriser notre avenir et ne pas nous engager, après le tout pétrole, dans l'impasse éventuelle du tout nucléaire. Mais la désillusion sera grande. En 1982, l'opposition s'essouffle. Il ne reste que quelques centaines d'irréductibles pour dénoncer les travaux de construction du surgénérateur. Ça y est, à la fin de 1985, Superphénix est enfin terminé. Dans quelques semaines, le prototype géant va être accouplé au réseau électrique d'EDF et ainsi produire ses premiers kilowattheures. Ce magnifique outil désormais branché, aboutissement d'une technologie d'avant-garde, ce monstre d'espoir et de confiance appelé Superphénix constitue le fleuron de l'expérience nucléaire française. Nous sommes numéro 1 dans le domaine de cette nouvelle génération de réacteurs nucléaires. Notre surgénérateur Superphénix, c'est un pari gagné par une audace unique au monde.
1h24, 26 avril 1986. Un réacteur d'une centrale nucléaire explose à Tchernobyl, à 200 km de Kiev. L'explosion sera d'une violence inouïe. La dalle du réacteur sera complètement soulevée. Des morceaux du cœur sont projetés dans toutes les directions. On retrouvera du plutonium jusqu'en Suède. L'explosion a littéralement éventré le bâtiment central. Une grande opération de nettoyage est mise en place par le gouvernement soviétique. Des milliers de soldats sont réquisitionnés. Munis d'un matériel de protection dérisoire, la plupart de ces hommes sont aujourd'hui morts des suites des irradiations. D'autres, comme ces soldats irradiés, n'ont pas supporté leur souffrance et leur lente agonie. 500 d'entre eux se sont donné la mort. Et 8 ans après cette catastrophe, on commence seulement à mesurer l'ampleur du désastre. Des centaines de morts, des milliers de cancers, des malformations d'enfants. Ces images vont bouleverser l'opinion publique internationale. La leçon de Tchernobyl aura un impact énorme. Avec Tchernobyl, l'opinion publique prend davantage conscience des risques et des conséquences d'une catastrophe nucléaire. A-t-on le droit de faire un parallélisme entre Tchernobyl et Superphénix? Tchernobyl et Superphénix sont des réacteurs différents, pourtant ils ont une similitude inquiétante. En cas d'accident, la réaction nucléaire a tendance à s'emballer. C'est ce qu'on appelle pudiquement au CEA une excursion nucléaire. En réalité, c'est une explosion nucléaire, pas du même type qu'une bombe atomique, mais extrêmement intense et dangereuse. Si vous voulez, Superphénix, c'est une double cocotte minute. Il y a la cocotte minute dans laquelle il y a les 5 tonnes de plutonium et 3500 tonnes de sodium, et elle a un couvercle qui s'appelle le dôme. Et puis il y a une deuxième cocotte minute qui est l'enceinte en béton, le bâtiment réacteur, qui fait 80 mètres de haut. La première situation grave, ultime, c'est celle où le couvercle, le dôme de la cocotte minute résiste, mais on est obligé d'évacuer, de faire soulever la soupape et d'évacuer la radioactivité du fait de la surpression liée à l'explosion nucléaire. Ça, c'est une première situation grave, très grave. La deuxième, qui est encore plus grave et qui n'est pas invraisemblable, c'est celle où le dôme, le couvercle de la cocotte minute saute, et à ce moment-là, il n'y a plus de capacité de maîtriser avec la soupape les rejets radioactifs. Et l'explosion nucléaire qui peut se produire à Superphénix, d'après des rapports scientifiques, serait d'une telle puissance qu'en effet, il n'est pas possible, physiquement, scientifiquement, de certifier qu'on pourrait maîtriser avec le couvercle, le dôme, ou avec le bâtiment réacteur, cette surpression, cette explosion à l'intérieur du bâtiment réacteur. Les exploitants de Superphénix, les concepteurs, ont pris en compte cet accident en partie, et ils ont considéré qu'ils pouvaient le maîtriser pendant un certain temps, à la fois avec les structures, le dôme, la double cuve du réacteur, le bâtiment réacteur, et donc ils avaient le temps, 24 heures, pour mettre en place des dispositifs ultimes. Mais c'est une situation idéale. En réalité, cette excursion, cette explosion nucléaire peut se dérouler dans un temps extrêmement bref, par exemple avec une grosse fuite de sodium, du fluide caloporteur de Superphénix. Et dans ce cas, le temps de réaction ne rentre plus en ligne de compte. Comme à Tchernobyl, c'est à l'échelle de la milliseconde qu'il faut agir, et évidemment, l'homme n'est pas capable
d'intervenir dans ces cas-là. Comme on le sait, à Tchernobyl ou dans les autres réacteurs, à 3 Mile Island également, les accidents dans les réacteurs nucléaires ne se produisent jamais de la même manière et c'est souvent un cumul d'événements improbables qui font qu'il y a un événement très grave. Et Superphénix, de ce point de vue, étant un prototype, peut cumuler ces événements improbables, ces situations inédites qui conduisent à ce moment-là à des risques très graves et certainement mortels pour les populations alentour. On peut considérer que dans un territoire proche de la centrale, la radioactivité serait telle que les gens pourraient décéder. Dans une 50aine de kilomètres autour, il y aurait des retombées très graves, c'est-à-dire que Grenoble, Chambéry, Lyon, Genève seraient touchés. Cela veut dire que dans une situation similaire à Tchernobyl, dans notre région, le lac Léman, les ressources en eau de France, mais aussi de Suisse et d'Italie, l'agriculture seraient touchées et qu'on aurait de véritables régions cimetières dans lesquelles la vie continuerait, mais sous forme radioactivée. En tous les cas, pas la vie humaine. Il faudrait évacuer des populations. Amplifié par la catastrophe de Tchernobyl, le mouvement antinucléaire reprend de la vigueur. Superphénix est au cœur de cet enjeu. Mars 1987, alarme à Crémalville. Malgré les exercices d'alarme très poussés que suivent les techniciens nucléaires d'EDF, un incident va surgir au niveau du barillet du réacteur. Face à ce grave ennui, les services de contrôle ne vont pas réagir. Et pourtant, le barillet est un élément essentiel du surgénérateur. Il est en même temps une composante obligatoire surveillée en permanence. Le barillet se trouve à la gauche du réacteur. Il sert au chargement et au déchargement des barres de combustible dans le cœur du réacteur. Une avarie au niveau du barillet et c'est tout le fonctionnement de la centrale qui est mis en cause. La cuve du barillet contient 700 tonnes de sodium. Or, cette cuve s'est fissurée. Pendant 25 jours, des tonnes de sodium vont s'échapper de la cuve principale sans que les équipes de surveillance puissent déterminer l'origine de la fuite. Malgré cet incident qui était grave, la centrale a continué à fonctionner pendant 25 jours. C'est assez inquiétant? Non, pas du tout. Cet incident a été parfaitement sous contrôle. D'abord, nous savions que cet incident se produisait sur une installation annexe qui ne sert pas dans le fonctionnement normal. Et par ailleurs, nous en contrôlions parfaitement le déroulement. Le sodium fuyait de la cuve principale, mais s'écoulait dans une cuve secondaire qui était très précisément conçue pour cela. L'incident du barillet, c'est une avarie grave, très grave, et même qui a posé d'énormes problèmes, y compris aux autorités de sûreté. Il faut se rappeler que c'est un événement hypothétique de 4e catégorie qui n'était prévu dans le rapport de sûreté comme ne pouvant se produire qu'avec une probabilité extrêmement faible, une fois tous les 100 000 ans, une fois tous les 1 million d'années, et qu'elle s'est produite dans les 6 premiers mois de fonctionnement de la centrale. Mais plus grave, l'événement initial, c'est-à-dire la fuite de sodium entre les deux cuves du barillet, a commencé le 8 mars. Eh bien, il a fallu 3 semaines à l'autorité responsable de la gestion de cette centrale et 20 tonnes de sodium en fuite entre les deux cuves du barillet pour que le responsable considère en effet qu'il y avait une fuite de sodium. À Paris, la sûreté nucléaire est prévenue le 3 avril 1987, 25 jours après l'incident. C'est le début des ennuis pour Superphénix.
Cette défaillance et ce délai inquiètent les responsables de la sécurité nucléaire. Un rapport du directeur de la centrale de Creys-Malville met en lumière les manquements graves du personnel. La réaction de l'opérateur a été inappropriée, car il a pensé que c'était une alerte incohérente. Il a fait débrancher les circuits de détection. Une deuxième erreur a été commise le 9 mars, quand la deuxième série de détecteurs a donné l'alerte. De nouveau, il a pris la décision de débrancher. Monsieur Rémicard, l'incident a eu lieu le 8 mars. Et c'est le 3 avril que vous avez décelé la fuite de sodium. Ça fait plus de 3 semaines pour découvrir cette fuite. Non. Nous savions très bien qu'il se passait quelque chose. Il fallait effectivement l'identifier, la dimensionner, la localiser. Mais nous savions par ailleurs que ceci n'entraînait aucune espèce de danger, ni pour les opérateurs, ni pour le public à l'extérieur. Et tout cela était parfaitement sous contrôle. Je me permets de vous reposer la question. Le 8 mars, il y a une fuite de sodium que vous n'avez pas pu déceler, car, et le directeur de l'époque avait dit qu'il y avait une erreur grave, pendant plusieurs semaines, on a cru que c'était le système d'alarme qui ne fonctionnait pas. Et donc, on a interrompu ces systèmes d'alarme. Il a fallu attendre le 3 avril, c'est-à-dire 25 jours, pour savoir qu'il s'agissait d'une fuite de sodium. Bien entendu, quand on a décelé qu'il y avait une modification dans le niveau du sodium, on a cherché l'explication. Et une des explications pouvait être effectivement une erreur de mesure. Mais ceci a été identifié très rapidement, et on a très rapidement reconnu que ce qui se passait réellement. Et ceci a été communiqué aux autorités de sûreté. Et 25 ceci a toujours jours été... plus tard. Non. 25 jours plus tard, Non. monsieur Rémicard. Peu importe. Faut-il fermer Superphénix? Le verdict tombe. La sécurité nucléaire réclame l'arrêt provisoire de la centrale. Mai 1987, Superphénix s'arrête. L'incident est jugé grave, car il implique un élément très dangereux, le sodium. À l'état liquide, le sodium s'enflamme au contact de l'air et explose au contact de l'eau. Regardez, il suffit de 20 grammes de sodium pour produire ça. Dans les entrailles de Superphénix, ce sont 5000 tonnes de sodium qui dorment. 1988, Superphénix est toujours à l'arrêt. 12 janvier 1989, le gouvernement français autorise le redémarrage de Superphénix, malgré les protestations internationales. Mais voilà, en juillet 1990, après 18 mois de fonctionnement, une nouvelle alerte de la centrale à la suite d'une pollution de sodium dans le réacteur. Juillet 90, un événement classé comme hautement hypothétique. Quelque chose qui ne doit jamais se produire dans une centrale type Superphénix. C'est une entrée d'air dans le cœur du réacteur, alors qu'on sait que dans ce cœur du réacteur, il ne doit y avoir à aucun moment de l'oxygène, puisque le sodium, les 3500 tonnes de sodium qui y sont, peuvent s'oxyder ou s'incendier du fait de cet oxygène. Eh bien, là encore, en fait, de mi-juin jusqu'au 3 juillet, pendant 15 jours, l'air est rentré dans le cœur du réacteur sans que l'exploitant s'en rende compte. Ce double incident, de même que les délais très longs d'intervention, remettent en cause la formation du personnel. Le personnel de la centrale est compétent. Simplement, il vit en vase clos. On lui a dit, ces accidents ne peuvent pas se produire puisqu'on a pris toutes les mesures pour qu'ils ne se produisent pas. Et le jour où ils se produisent, pour le personnel de la centrale, pour le chef de la centrale, ça n'est pas possible. Les indicateurs, les signaux d'alarme indiquent qu'il y a 20 tonnes de sodium qui sont en train de monter, de fuir. Mais non, c'est les signaux d'alarme qui se trompent. Il ne s'agit donc pas de laxisme, mais d'un fonctionnement en citadelle assiégée, en vase clos, un peu sur le modèle militaire de la centrale, qui fait que les personnes
réagissent mal. 1991, Superphénix est toujours à l'arrêt. 1992, dans son rapport, la sûreté des installations nucléaires émet un avis mitigé quant au redémarrage de Superphénix. Son éventuel fonctionnement futur présente un risque significatif de nouvelles défaillances. Il importe que ce réacteur fasse l'objet d'une vigilance particulière. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Au vu de ce rapport, Pierre Bérégovoy, nouveau Premier ministre français, prend la décision de bloquer le redémarrage de Superphénix. Le surgénérateur devient un enjeu politique. Sa fermeture semble imminente. Du côté des écologistes, c'est à la fois le soulagement et un sentiment de victoire. 1993, Superphénix est toujours à l'arrêt. Comble d'ironie, non seulement Superphénix ne produit plus d'électricité, mais consomme pour maintenir le sodium à l'état liquide autant de courant qu'une ville de 40 000 habitants. Un peu partout dans le monde, l'avenir de la technique des surgénérateurs a du plomb dans l'aile. Les Américains sont les premiers à abandonner la filière surgénératrice. Inquiet d'une éventuelle prolifération des armes nucléaires et en dépit du lobby nucléaire américain, le président Jimmy Carter met son veto au développement des surgénérateurs en 1977. La construction d'un surgénérateur à Kalkar, en Allemagne, aura coûté plus de 10 milliards de marks. Il n'a jamais fonctionné. La centrale vient de mettre la clé sous le paillasson. Royaume-Uni. Le seul surgénérateur construit à Dounreay, en Écosse, vient d'être arrêté définitivement en mars de cette année, compte tenu de sa non-rentabilité. Le Japon avait de grands projets qui sont gelés. Seul un surgénérateur à Monjou vient d'être mis en fonctionnement, aux grandes dames des écologistes nippons qui ont organisé de timides manifestations de protestation. En Russie, la centrale de Beloyarsk continue de fonctionner malgré les alertes répétées de feux de sodium. À Crémalville, on vient d'investir 300 millions de francs français pour prévenir d'éventuels feux de sodium. Plus rien ne s'opposera à un redémarrage de Superphénix. En février, le gouvernement Balladur donnait son feu vert pour une remise en marche sous conditions. C'est une période charnière. Le sort de Superphénix sera bientôt scellé par un décret du Premier ministre. Pendant ce temps, les écologistes se remobilisent inlassablement. Superphénix est un échec au niveau technique, au niveau scientifique, au niveau économique bien évidemment. C'est donc une véritable bombe à retardement. Arrêtons le massacre pendant qu'il est encore temps. Ça fait 20 ans que ça dure, maintenant ça suffit. Véritable guerre d'usure. Les opposants sont inquiets de ce redémarrage imminent, d'autant plus que la centrale a été à l'arrêt pendant plus de 4 ans et que cette période de remise en marche est pleine d'inconnus. Est-ce que c'est un moment qu'on peut qualifier de délicat? Oui. Les périodes de redémarrage dans toutes les installations nucléaires sont désormais considérées par les autorités de sûreté elles-mêmes comme des périodes qui aggravent les risques. Pour une raison assez simple, c'est que dans toute centrale qu'on redémarre, entre-temps, on a fait des travaux.
On a ouvert des vannes, refermé des vannes, modifié des circuits, et qu'il faut refaire une checklist, en quelque sorte, extrêmement sérieuse, et donc redémarrer extrêmement lentement par palier. Mais il y a une situation encore pire, je dirais, à Superphénix, c'est qu'on a modifié complètement l'installation. Le barillet avarié a été supprimé, changé en un poste de transfert du combustible, un mode de gestion tout à fait différent. Le cœur, les assemblages combustibles, ils sont là depuis 85. On n'a jamais pu aller les inspecter, puisqu'on n'a plus d'outils pour aller les inspecter. On est donc dans une situation tout à fait nouvelle de gestion de Superphénix, et cette période de redémarrage suscite des inquiétudes à l'intérieur même du système nucléaire. Redémarrage, mais Superphénix ne serait plus un surgénérateur. Il serait converti en laboratoire de recherche et en sous-générateur. Au départ, Superphénix avait été conçu pour produire plus de plutonium qu'il n'en brûlait. Comble d'ironie, aujourd'hui, on le transforme en sous-générateur, c'est-à-dire en dévoreur de plutonium. Transformer Superphénix en sous-générateur ou en incinérateur consiste à remplacer la ceinture d'uranium par une ceinture d'acier. Et si pour trouver une solution à Superphénix, on le transformait en incinérateur? Bon alors attendez, avant de répondre à la question, disons d'abord que le mot incinérateur c'est un faux. Un incinérateur c'est quelque chose dans lequel on monte à 1000 degrés, on met des déchets et à la fin il n'y a plus de déchets. Si vous prenez le plutonium et vous le mettez dans un incinérateur, même à 10 000 degrés, c'est toujours du plutonium et il est toujours toxique. Et il est toujours radioactif. Premier point. Maintenant, est-ce qu'on pourrait se servir de Superphénix pour en faire ce qu'on appelle un sous-générateur, c'est-à-dire pour diminuer la quantité de plutonium? Alors là, il faut être clair. Aujourd'hui, on a besoin d'une grosse quantité de recherche pour essayer de savoir comment se débarrasser et du plutonium et de tous les autres produits radioactifs, et pas seulement du plutonium. Si on utilise Superphénix pour faire ça, ça veut dire qu'on détourne le fric de la recherche indispensable pour traiter les déchets dans le seul objectif de continuer à faire tourner Superphénix. Parce que Superphénix est totalement inadapté à cette mission. Il est trop gros. Et comme il est trop gros, il fonctionne trop lentement. On change son cœur tous les 3 ans, on ne va pas attendre 3 ans le résultat d'une expérience. Il ne faut pas confondre une usine et un laboratoire. Il ne faut pas confondre un réacteur nucléaire et de la recherche sur le type de réacteur qui serait capable de détruire les déchets nucléaires. Si on fait ça, on détourne l'argent nécessaire de la recherche dans le seul objectif de continuer à faire tourner Superphénix. Et ça, c'est inacceptable. Pourquoi vous n'avez pas le courage politique de finalement renoncer à cette expérience? Parce que Superphénix est indispensable pour explorer les 2 voies qui nous préoccupent aujourd'hui, la meilleure utilisation du minerai et la destruction des déchets. Et c'est l'outil industriel qui permet, en vraie grandeur, de répondre à ces 2 questions. Nous n'avons pas le droit d'être aveugles, nous n'accepterons aucune œillère, nous avons le devoir d'aller au fond de la connaissance nucléaire. Mais Superphénix, au départ, n'a pas été conçu pour réduire les masses de plutonium. Au contraire, Superphénix était prévu pour augmenter le plutonium. Il a les 2 fonctions, et ce sont ces 2 fonctions qui seront utilisées alternativement, surgénérateur, sous-générateur, et ce dans les délais les plus brefs. Au départ, Superphénix devait être un producteur illimité de plutonium. Aujourd'hui, en devenant sous-générateur, il essayera tant bien que mal de consommer du plutonium, 150 kg dans le meilleur des cas. En France, les centrales classiques produisent chaque année un total de 12 tonnes de plutonium. C'est-à-dire qu'il faudrait un Superphénix derrière chacune des 55 centrales nucléaires pour se débarrasser de ce plutonium. Un plutonium qui apparaît décidément comme un déchet bien encombrant. Eh bien, le plutonium, si vous voulez, il a complètement changé de statut en 50 ans. Quand on l'a découvert, c'était un produit miracle. C'était le produit qui, comme les petits pains, allait pouvoir multiplier par 100 nos ressources nucléaires et multiplier par 100 le combustible nucléaire. 30 ans après, aujourd'hui, ce produit miracle est devenu un déchet. C'est un déchet dangereux, c'est un déchet encombrant, c'est un déchet toxique. Alors, il est dangereux parce que c'est lui qui est le vecteur de la prolifération. Vous prenez quelques kilos de plutonium ici ou là et vous avez votre bombinette. Il est toxique parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, un travailleur du nucléaire ne peut pas inhaler en un an
plus d'un dixième de millionième de gramme de plutonium. Hein, bon. Et il est encombrant parce que dans l'an 2000, on en aura 180 tonnes, c'est-à-dire 180 000 kilos, comme on dit, sur les étagères, en attendant d'en faire, et ben d'en faire on ne sait pas quoi. Contre la France, qui fait rôtir son phénix au bord du fleuve, mettant en danger gens, bêtes, ciel et terre. Plainte contre la Suisse, qui elle aussi, hypocrite et bifide, alimente ses centrales au plutonium, à l'uranium. Plainte contre la protection civile suisse, qui ose murmurer dans ses cours souterrains qu'en cas de catastrophe à Crémalville, la libre circulation des gens serait interdite par la force à Genève. Bientôt 20 ans que l'histoire de Superphénix dure. À chaque fois, le cri de victoire des écologistes est modulé par l'annonce d'un redémarrage imminent. Histoire, tantôt déchaînée, tantôt silencieuse, d'un éternel recommencement. Comment vous expliquez qu'on continue, qu'on persévère avec Superphénix? Ah là, je crois qu'il y a un petit péché bien français qui est celui de ne pas savoir, comme les anglo-saxons, tirer la morale d'un échec et en assumer les conséquences. Voilà, il y a en France, on continue parce qu'on est lancé. On a le bel exemple du Concorde qui, il y a 20 ans, était exactement la même démarche, à une autre échelle évidemment, où on a continué parce qu'il fallait continuer. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'en France, il y a des lobbies, je sais qu'ils existent un peu partout, mais en France, on a surtout le Commissariat à l'énergie atomique, qui est un véritable lobby militaro-industriel, qui couvre à la fois le nucléaire civil, le nucléaire militaire. C'est lui qui poussait EDF un petit peu devant dans l'aventure du surgénérateur, et c'est un corps dans l'État extrêmement puissant qui n'admet pas, il y a un orgueil de technicien qu'il puisse être déjugé. Alors on continue, et les politiques se couchent devant ce lobby. La construction d'une première pile de faible puissance. Joliot-Curie est à l'origine du CEA et de l'histoire nucléaire française. En 1940, il dépose un brevet d'invention de la première réaction en chaîne. C'est De Gaulle qui crée le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, en 1945. À l'époque, une branche clandestine du CEA est militaire. Objectif, fabriquer du plutonium. 1959, le premier lingot de plutonium est produit à Marcoule, qui deviendra le plus grand site nucléaire du monde. 1960, la France fait exploser sa première bombe A au Sahara. Désormais, la France entre dans le cercle des puissances nucléaires. Un héritage, une tradition qui perdure aujourd'hui encore, jamais remise en cause ni par la droite ni par la gauche. C'est dans ce contexte qu'initialement, la construction de Superphénix devait s'intégrer à la filière du plutonium à des fins militaires. La France sait faire des armes atomiques de tout modèle et de toute puissance. Elle pourra en fabriquer de grandes quantités dès que les surgénérateurs lui fourniront en abondance le plutonium nécessaire. Général Thierry, 1978. Aujourd'hui, la France regorge de plutonium et Superphénix ne présente plus aucun intérêt militaire. Reste l'intérêt économique pour toute une région, le district de Morestel dans l'Isère. Une région inquiète du sort réservé à Superphénix. Notre surgénérateur de Crémalville représente pour nous quelque chose de terriblement important. C'est un moteur économique
essentiel pour notre région. En effet, outre les emplois sur le site qu'on peut évaluer et qui varient au fil des mois à 6 ou 700, cela représente quantité d'emplois induits dans la maintenance ou la sous-traitance sur notre secteur. 3 ou 4 000 sans doute. Imaginez-vous pour 20 000 habitants la proportion. C'est toute une vie qui s'articule autour de Crémalville, et de cela depuis plusieurs années. Donc pour nous, c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes, parce que si Malville ne redémarrait pas, ça a des conséquences terribles. La deuxième raison, eh bien, c'est le problème technologique. Nous sommes une technologie de pointe, c'est un pari qu'on a fait, un pari sur l'avenir comme beaucoup de paris français, que ce soit le France, que ce soit le Concorde, que ce soit le TGV. Ce ne sont pas des paris dangereux pour nos populations, pour les populations extérieures, pour nos voisins. Nous n'avons pas, disons, l'idée première de massacrer des gens, mais c'est un pari sublime pour l'avenir. C'est un espoir immense qu'on forme dans cette technologie. Cette technologie qui peut-être, on va nous dire aujourd'hui, n'est pas indispensable. La consommation énergétique a diminué, mais on voit que certains pays comme le Japon ont remis cela en route. Et nous serions désolés que dans 20 ans, on soit obligé de racheter aux étrangers, aux Japonais et ailleurs, cette technologie de pointe. Hier, conçu comme un prototype industriel, aujourd'hui, Superphénix n'est plus qu'une fin de série. Ce qui n'a pas l'air d'ébranler la volonté du père de Superphénix de continuer cette aventure, coûte que coûte. Je dis simplement que techniquement, il n'y avait aucune raison pour que nous ne fonctionnions pas très longuement dans le passé. Les autorités de sûreté ont souhaité avoir des vérifications, c'est leur métier, et nous les avons faites. Je dis simplement, ne disons pas que Superphénix ne peut pas ou n'a pas fonctionné. Superphénix peut fonctionner, nous le savons, et nous savons aussi que maintenant, nous sommes tout à fait prêts à montrer sa disponibilité dans la durée. Monsieur Rémy-Karl, permettez-moi de vous dire, vous êtes un des rares encore à soutenir Superphénix. Presque tout le monde s'accorde à dire que Superphénix, c'est un échec. Même le directeur général d'EDF a déclaré qu'il s'agissait d'une erreur. Alors, pourquoi ne pas tirer la leçon de cet échec? Pourquoi ne pas reconnaître que vous êtes fourvoyé? D'autant plus que la facture est élevée. 700 millions de francs pour ne rien produire, mais pour consommer beaucoup d'électricité. Excusez-moi, le directeur général, il ne faut pas faire parler les absents, mais je sais tout à fait bien ce qu'il pense sur ce sujet. Il a dit qu'aujourd'hui, peut-être, dans les circonstances où nous sommes, on construirait quelque chose qui serait différent de Superphénix. Superphénix a été défini il y a 20 ans. Mais il a ajouté immédiatement, Superphénix existe, et ce serait une grande erreur de ne pas l'exploiter et de ne pas en tirer l'expérience. Alors on assiste à un certain paradoxe, on parle d'un redémarrage éventuel, et pourtant tout le monde, même dans les milieux les plus officiels, s'accorde à reconnaître que l'aventure de Superphénix a été un échec. Et un échec sur plusieurs plans. Sur le plan technique tout d'abord. Voilà un engin tellement compliqué avec ses circuits de sodium, son corps de plutonium, etc., qui finalement n'a marché que 6 mois sur 7 années pratiquement. Un coefficient extrêmement faible. Dans le même esprit, c'est un échec financier, un échec économique. On a engagé là plus de 50 milliards de nouveaux francs, de francs français, n'est-ce pas, pour une filière qui finalement n'a même pas d'acheteurs potentiels nulle part dans le monde, et même pas en France. Et puis c'est un échec, je pense, du point de vue politique. J'entends par la politique de l'énergie, car ce surgénérateur devait nous procurer, c'était ce qu'on nous disait il y a 20 ans, de l'énergie gratuite. Et depuis, même les cours de l'uranium se sont effondrés, les cours du pétrole également. Donc on voit que c'était le mauvais cheval sur lequel on avait misé, en fait. Au commencement de l'histoire de Superphénix, un combat pour dénoncer la démesure, le pari dangereux, la folie des grandeurs. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, le bilan laisse un goût d'amertume. Vous savez, quand on a tout fait, quand on a fait des procès, quand on a fait des manifestations avec des dizaines de milliers de personnes, on s'est mobilisé pendant des années, qu'on a eu le soutien de la population, de l'opinion publique, et qu'on arrive à un résultat nul, puisque la centrale aujourd'hui est encore là, c'est qu'il n'y a aucune explication logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut plus, on est impuissant à bouger ça. Alors forcément, on se démobilise.
Et puis bon, aujourd'hui, on est un peu amer. Moi, je suis amer. Le cri du cœur, quand je vois ça, que mes enfants vont vivre ça, je me dis j'en veux à Mitterrand. Parce que Mitterrand, c'était son programme électoral, une des 100 mesures qu'il avait dites, c'est « j'arrêterai Superphénix ». Le lendemain, j'étais dans les bureaux du Parti Socialiste. Le lendemain de la victoire de Mitterrand, pour demander qu'il mette en application. Ça a été la plus belle des promesses. On s'est rendu compte ce jour-là qu'on avait été floués. Et puis j'en veux à tous les gouvernements successifs qui n'ont pas eu le pouvoir d'arrêter ça. Et puis j'en veux aux élus locaux qui ont bradé à vil prix la sécurité de leurs électeurs. Et je vous assure que si un jour il y a un événement ici malheureux, qui est un accident, eh bien moi je saurai retrouver tous les responsables. Et ce ne sera pas le lampiste qui payera. Et moi je retrouverai la liste de tous les gens qui un jour ou l'autre ont décidé, oui, je prends le risque de faire Malville. Parce que ces gens-là, il faudrait l'écrire en caractère gras sur un cahier et se rappeler, si un jour il y a un problème, de la liste de ces gens-là. Et ces gens-là, malheureusement, ils sont bien protégés. Superphénix est prête à redémarrer. Le décret du gouvernement devrait tomber incessamment. Après avoir été complètement